Le Finistère, la fin de la Terre. Le mugissement de la sirène donne l'alerte. Quelque part en mer, des vies sont en danger. Cet hélicoptère est un Caïman, le plus moderne des appareils de la marine française. Son équipage est constitué de 6 hommes ou femmes, parmi eux un plongeur. Aujourd'hui, le plongeur, c'est Christophe. Il faut aller très vite, on n'a pas de temps à perdre. Il faut vraiment... Chaque minute est importante pour le naufragé. On ne peut pas se permettre de perdre 10 minutes. Bah, quand ça sonne, vous savez ce qui se passe ou pas? Non. La plupart du temps, on ne sait pas, on le découvre en arrivant à la machine avec le médecin qui a lui plus d'informations sur le blessé et la pathologie du pêcheur. En l'occurrence, là, j'ai eu une info juste avant de partir et c'est un pêcheur. À bord du Caïman, il va y avoir Christophe Albert, le médecin, et donc dans sa combinaison rouge, l'autre Christophe, le plongeur. Et puis, un infirmier. Tous les trois vont être élitreillés sur le chalutier. Ils s'équipent. Aux manettes, le pilote aujourd'hui, c'est le commandant Damien Berthelot. Tout est sur on, confirmé, avant décollage effectué. Pour l'instant, la visibilité est très médiocre, à peine 500 mètres. Le chalutier à bord duquel a eu lieu l'accident était au large du cap Lizard, la pointe tout à l'ouest de la Grande-Bretagne. Le patron a prévenu les secours et il a commencé à revenir vers le Finistère, mais il est encore à 85 000 marins, 157 km de nos côtes. Les souffrances du blessé empirent et les autres membres de l'équipage craignent que sa colonne vertébrale ait été touchée. 157 km, c'est une demi-heure de vol. Le docteur Albert vient de recevoir des précisions sur ce qui s'est passé. Visiblement, donc on part sur un marin pêcheur qui a présenté un traumatisme. Il a reçu une chaîne dans le dos, une grosse chaîne de chalut. Ça, c'est arrivé apparemment hier et son état se dégrade. Il commence à avoir des fourmis dans les jambes et notamment une partie de sa jambe qui ne le sent plus. Donc là, c'est une indication à effectivement aller le chercher parce que ça peut être une urgence neurochirurgicale. C'est pour ça qu'on a préparé d'ailleurs la civière en mode coquille pour pouvoir le coquiller sur place. Donc là, on s'attend à quelqu'un qui va avoir mal, mais quand ils se font mal, ouais, ça pardonne pas, quoi. Donc c'est bien lui, les coques rouges. Et j'ouvre la porte. Ouais. Confirmé, Jacques Knowledge. À peine 30 minutes de vol. La mer est un peu agitée, le chalutier roule. À bord, ils doivent être secoués. On y va, c'est parti. On va le laisser venir tranquillement. Et plongeur à la porte par suite. Étoile pour la suite. La voix que l'on entend, c'est celle du treuilliste, les yeux du Caïman. Il donne des indications au pilote qui, lui, ne voit pas ce qui se passe sous son appareil. C'est toujours le plongeur qui descend le premier. Son rôle est de préparer l'arrivée de l'équipe médicale, d'assurer la sécurité de tous. Médecins et infirmiers ne devront penser qu'aux malades. Le matériel, il faut attendre là, il faut arriver. Il y a le médecin et l'infirmier qui vont venir, ils vont s'occuper en priorité. Merci. Médecin accroché. Merci. Le médecin en descente. Avant de 6 mètres, à droite de 6 mètres. Avant de 2 mètres, on s'appelle avant. Le deuxième à descendre sur le bateau, c'est Christophe Albert, le médecin. Le plongeur dessus du pont, réceptionné au niveau des surbots par le plongeur. Médecin décroché, gros déjaugé, en montée hors obstacle. Infirmier en descente. C'est en effet au tour de l'infirmier de rejoindre les deux autres.
Pas facile, hein, dites-moi là. Hein. Le blessé, c'est ce colosse en blouson qui parvient tout de même à marcher. Le médecin décide de l'évacuer immédiatement. Ça va aller? J'arrive à marcher là. Ouais? Ok. Ouais, non mais il n'y a pas de problème. Faut surtout pas tomber, quoi. Voilà. Arnaud, le marin-pêcheur qui a reçu la grosse chaîne, souffre depuis 2 jours. Il n'a toujours pas pris de calmant. Ok, je vais vous demander de vous asseoir à ce niveau. La tête va aller là, d'accord? Donc, voilà, on est sur le côté. Ça va? Voilà, allez. Alors, mettez comme ça. Allez-y. Allez, descendez un peu. Voilà, ok. Pas mal. La civière n'est pas prévue pour un homme de cette taille. Ses pieds dépassent. Je ne sais pas trop comment on va faire. Hop. Quelle taille? 190, 120 kg. Est-ce qu'il y a moyen de remonter un petit peu? Ok, pas plus, pas plus. Les bras. Putain, je peux pas les mettre. Ah, ça va faire mal. J'ai les bras trop courts. Il y a un truc qui va être impératif, c'est les bras. Ils vont rester là. Et surtout, ils ne bougent pas. Quoi qu'il se passe, les bras, ils restent là, ils sont soudés. Ok? Ça marche, hein? Promis, hein? Sinon, en rentrant dans l'hélico, en mettant le bras comme ça, on peut se casser le bras en plus. Ça serait dommage. D'accord? L'autonomie du Caïman lui permet de rester sur place. Depuis son départ jusqu'à son retour à la base, il peut tenir en l'air pendant 3h30. Quand tu vas être fouillé, le corps va descendre un peu. Ça va tirer un petit peu, et c'est normal, hein, faut être tenu. D'accord? Voilà. Ça va, hein, c'est pas... Je vais être à plat ou je vais avoir la tête? Non, comme ça. Tu montes à 45. D'accord? Ça va être assez violent, mais c'est rapide. Une fois dans l'hélico, c'est fini. Hein? Quelqu'un monte avec moi? Non, tout seul. D'accord? Ok. Bon Arnaud, le programme de la journée. On vous monte dans l'hélico comme ça, vous avez vu. Hein. Si pendant le vol, il y a quelque chose qui ne va pas, vous me faites un petit signe, vous me regardez. Si ça fait mal, de toute façon, vous me le dites. Ok? Allez. L'infirmier va remonter le premier dans l'hélicoptère. Avec le treuilliste, ils ne seront pas trop de 2 pour embarquer la civière et son passager. Déjaugeage de l'infirmier. Déjaugeage, un mot utilisé dans l'aéronaval d'autrefois pour dire qu'un hydravion décolle. Au niveau des roues. Au niveau cargo. Le cargo, c'est comme cela qu'entre eux, ils appellent l'hélicoptère. À droite de 4 mètres. Engage le bateau. À droite de 2 mètres, en avant de 4 mètres, stoppez la droite. En avant de 2 mètres, stoppez l'avant. Bonne position. Le plongeur rattrape le croc. Bonne position, civière accrochée. Allez, déjaugeage de la civière. Déjaugeur monté à gauche 12 mètres. À mi-hauteur. 2 mètres, stoppez la gauche. Au-dessus de l'eau. Civière sous la barque. Au niveau des roues. Et au niveau cargo. Et je suis paré à te donner un coup de main. Reçu. Allez Olivier. Allez. Bonne position. Déjaugé hors obstacle. C'est Christophe Albert, le médecin, qui remonte à son tour. Au niveau des roues. Et au niveau cargo. Reçu. Ok, donc on va lui poser la voie. La voie, une perfusion pour lui injecter des antalgiques. Tu vois, typiquement, là, ça fait quand même 2 jours qu'il a mal. Il s'est quand même pris une grosse chaîne dans le dos. Donc c'est vrai que les pêcheurs sont des gens qui sont un peu, on va dire, un peu durs à la douleur. Mais de toute façon, ils ont un milieu de vie qui est dur. Donc t'as tendance à t'endurcir et du coup, t'appelles pas pour rien. Après, c'est un petit peu le risque pour nous de sous-estimer on va dire le problème. Parce qu'en fait, le type va te dire, ouais, j'ai un peu mal au ventre. Et puis quand tu vas arriver, en fait, il a une péritonite. Mais pour lui, c'est un peu mal au ventre. Donc, bon, voilà, c'est une des particularités. Un monde particulier. Les symptômes que le pêcheur a consenti à décrire sont inquiétants.
les fourmillements de plus en plus importants, puis la perte de sensibilité pourrait annoncer une paralysie. À Brest, les urgences, c'est l'hôpital de la Cavale Blanche. Ok, hop, on vous met dans l'ambulance et puis direction les urgences. Le voyage s'est bien passé là? Ouais, ça va, ça s'est bien passé. On l'a soulagé au niveau douleur. Il avait de nouveau la douleur qui augmentait à cause des vibrations de l'hélico. C'est vrai que tu vois, c'est un milieu qui vibre. Lui était debout et puis je crois que quand la tension se relâche un peu, tu sais aussi, les douleurs réapparaissent. Donc là, on lui a remis un peu d'antalgique. Et puis maintenant, on va aller bilanter tout ça aux urgences chirurgicales, faire un petit peu le point et voir ce qu'il a. C'était comment le vol en hélico? Oh, c'est assez rapide, hein. Ça fait beaucoup de bruit. C'est vrai? Ouais. Par contre, les vibrations, ça fait un peu souffrir, mais bon, ça va. Non mais là c'est bien, là c'est une intervention qui se passe bien, tu vois, monsieur il parle bien, la douleur a été bien prise en charge. On est content quand une intervention se passe comme ça, tu vois. On évacue le patient, on est utile. Non, c'est... En présence du pêcheur, le docteur Albert ne manifeste pas la moindre inquiétude. Il fait tout pour tranquilliser son patient. Bonjour. Vous avez un patient pour les urgences chir. Dans l'immédiat, allongé dans cette position, à combien vous quantifiez la douleur là? Entre 0 et 10, sachant que 0, vous n'avez pas de douleur. Maintenant, 4-5. 4-5. Il était à 4 quand j'ai pris en charge, 2 dans l'hélico, on a posé un perfalgan, avec les vibrations il était à 7. On a dit on va voir un petit peu quand ça s'arrête et là il est à 4-5. On n'a pas fait le morphinique volontairement. Parce que... Mais vous avez appelé parce que ça s'est accentué quand même. Bah oui, puis la mer commence à être mauvaise et ça bougeait beaucoup. Ça bougeait. J'avais mal. D'accord. Je sais pas Il avait comment paresthésie faire. surtout, donc Oui, c'est ça. il doit se passer un truc. Je sais pas comment me mettre. Voilà. Prendre les- Donc, dans un contexte de trauma, voilà, les constantes, moi j'avais un bon pour radial. Au niveau SAT, par contre, donc, il y avait 95 sur le bateau, mais après il était à 100% de SAT. Et pourquoi vous n'avez pas appelé les secours tout de suite? Ouais, ben, c'est pas parce qu'on a mal qu'on arrête de travailler. Il faut vraiment qu'on ait très mal pour arrêter. Puis on est une bande de camarades. S'il y en a un qui s'arrête de travailler, c'est les autres qui font le boulot pour lui. Donc on n'aime pas ça, quoi. On voudrait pas qu'on le fasse pour nous, on le fait pas pour les autres. On va pas changer un truc qui est prévu. C'est bon. Sur le doigt. Il a le jean dans le... Arnaud le pêcheur paraît calme et ne dit rien. En fait, son esprit est parti ailleurs. Il a remonté le temps. Il y a 1 an, Arnaud a vécu un autre drame en mer. Il y a perdu un de ses camarades et ne peut pas l'oublier. Il a été aspiré par le chalut. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu une vague. Et il a été aspiré. Et ses bottes sont restées sur le pont. Il est tombé à l'eau directement. Soi-disant, il est mort sur le coup. On a réussi à le repêcher. Et puis, voilà, quoi. Ça a été une dure épreuve il y a 1 an. Très dure épreuve. On a du mal à retourner en mer après pour travailler. C'est vraiment très dur. C'est très dur. Il faut aimer ne pas dormir, être tout le temps sur les gardes, sur ses gardes. Parce que c'est ça la pêche, on part 7 jours, mais c'est 7 jours de travail. C'est 7 jours et nuit. Et des fourmillements toujours au niveau du Pied gauche. pied gauche. Et puis la cuisse gauche. D'accord, je vais noter tout ça. Voilà, je fais la transe au médecin qui va vous prendre en charge. Hein. Et puis maintenant peut-être qu'on se recroisera sur un bateau, un de ces 4. Ouais, pour d'autres raisons. Ah, pour une embolie pulmonaire. C'est infarctus. Non, c'est bon. Ok. Eh ben écoutez, bonne continuation en tout cas. Vous aussi, Et puis ouais. Un marin de plus qui n'oubliera pas Christophe, Il paraît. le médecin baroudeur. Allez, à bientôt monsieur De Win. Le scanner ne va révéler aucun traumatisme grave. Arnaud pourra reprendre la mer.
La pointe de Corsen, la plus à l'ouest du continent. C'est là que Manche et Atlantique se rencontrent. Rescue Charlie du Cross Corsen. Ceux qui ont donné l'alerte pour aller secourir le marin pêcheur sont les opérateurs du Cross, Oui, Rescue Charlie du Cross le Corsen, centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. Call sign. C'est un endroit où l'attention des personnels sur les écrans ne doit pas se relâcher une seconde, comme dans la tour de contrôle des grands aéroports. Sauf qu'ici, c'est le quart du trafic maritime mondial sur lequel ils veillent. Chaque jour, dans une bande large d'une vingtaine de kilomètres, le rail d'Ouessant se croisent environ 150 navires, qui transportent en moyenne 900 000 tonnes de marchandises. À l'époque où la surveillance n'était pas aussi rigoureuse, a eu lieu à quelques encablures d'ici l'une des pires catastrophes écologiques de l'histoire. Le naufrage de l'Amoco Cadiz. Le matin du 16 mars 1978, ce pétrolier tombe en panne à une douzaine de kilomètres des côtes. Il est 9h45. La mer est forte, les câbles des remorqueurs cassent. Le bateau de 334 mètres de long dérive vers la côte et heurte les récifs. Il commence à sombrer. L'équipage est évacué par un hélicoptère. Vers minuit, le bateau commence à se disloquer. Le pétrole se répand. 234 000 tonnes de brut. Il va souiller plus de 400 km de littoral breton. Cette marée noire, vieille de 35 ans, personne ne l'a oubliée. Tout le monde y pense encore à l'Envéoc. Ce sont les hélicoptères de la base qui avaient récupéré l'équipage de l'Amoco Cadiz. Ces hélicoptères interviennent sur la Manche et l'Atlantique. Plusieurs dizaines d'ingénieurs et de techniciens se relaient jour et nuit pour entretenir et préparer les machines. Ici, on est marin. On parle de flottille, pas d'escadrille. C'est la flottille 33F. Il y a 2 ans sont arrivés les NH-90, les Caïmans, des bijoux de technologie créés pour la lutte anti-sous-marine. C'est à eux que l'on confie les missions de secours. Ils volent à 300 km à l'heure et peuvent intervenir en mer jusqu'à 300 km des côtes. La base vient d'être alertée. Une plateforme pour effectuer des travaux en mer est partie à la dérive. Damien Berthelot est le commandant en second de la flottille. C'est lui le pilote de garde aujourd'hui. On est en stand-by, ça peut se précipiter. Donc là, au niveau du hangar, les techniciens ont ouvert les portes. Ils ont posté le tracteur, donc il n'y a plus qu'à sortir l'hélicoptère. Et c'est dans un site naturel très fragile, l'archipel des Glénans, que l'incident est en train de se produire. Ouais, donc c'est cette barge-là qui est en train d'être remorquée. Donc il y a 7 personnes là-dessus. Il y en a 4 ici. Et il est question d'évacuer les 11 suivant comment ça se passe, quoi. Soit c'est accessible, mais je ne me rends pas compte des dimensions. On peut les treuiller ici sur les toits, là. Ouais. Après, bon, il y a tous les haubans là à regarder. Ils ont parlé d'un remorqueur. Hein. Il y a un remorqueur aussi sur zone. Hein, donc là, la plateforme, elle risque de couler. Elle est en difficulté. On n'a pas plus d'infos, elle est en difficulté. Donc, a priori, elle a été remorquée, elle est en difficulté. Donc, à mon avis, vu la proximité là, et que le vent il est fort comme ça, c'est pas impossible qu'ils aient dérivé et que le remorqueur n'arrive plus à tirer le truc, c'est un petit remorqueur et qu'ils soient en train de se poser sur les Glénans. Mais bon. À voir, on verra. C'est parti. La plateforme approche des récifs. L'équipage vient d'annoncer qu'il ne maîtrise plus la situation. Une catastrophe est possible. Ils vont sortir l'hélico tout de suite. Quand c'est comme ça dans la journée, on va décoller en 15-20 minutes là, normalement. On a eu tous les éléments juste avant, donc... Depuis plusieurs heures, la météo est au vent et à la pluie. Eh ben, on est parti. Pas le temps idéal pour une intervention en mer.
La machine est prévue pour, on est entraîné pour aussi, donc bon là on verra pas beaucoup le sol, on va décoller, on va passer tout de suite dans les nuages pour rejoindre la zone de travail. Et à peu près, il y aura 20-30 minutes de vol avant d'arriver à peu près. Les dernières vérifications, comme tout le monde est un petit peu dans la hâte de décoller, bah c'est à moi que revient en fait la responsabilité de regarder en dernier lieu si tout est bien correct avant le décollage. C'est Olivier, le plongeur, qui descendra en premier sur la barge pour évaluer l'ampleur des problèmes. Il n'y a pas beau pas décollage, montez au cap vers 1800 pieds, et virage gauche à la cabine. Ok, avant décollage. Avant décollage. PWT des carburants. Charlie Bravo, autorisé décollage, le vent 150 degrés 18 à 26 heures, appelez 1500. À l'intérieur de la cabine, le premier maître, Nicolas Kegler, le treuilliste. Ouais, bon, faut qu'il fasse. Il sera les yeux du pilote pour l'approche de la plateforme, mais il est aussi ses yeux pour voir loin. C'est lui qui veille sur les écrans radars. Le temps est mauvais, et en mer, le vent est violent. Les mêmes conditions que celles de la Moco Cadiz. Une vingtaine de minutes leur permettront d'arriver sur les Glénans. Le Cross Corsen leur a demandé d'envisager d'évacuer le personnel de la plateforme. Donc là, il y a 11 personnes à évacuer, c'est énorme. Ah, c'est pas courant, c'est sûr. Mais bon, quand un bateau ou une barge est en difficulté, en général, il n'y a jamais qu'une seule personne. Donc là, voilà, ouais, 11 personnes, c'est sûr que c'est pas courant. Nico, ouais. Donc on a eu le cross là. Ouais. L'évacuation n'est pas confirmée pour l'instant. Il nous demande de descendre une personne à bord de la barge pour voir un petit peu l'ambiance à bord et comment sont les gens. D'accord. État d'esprit, donc on va tourner autour et on va voir pour descendre le plouf. Le plouf, c'est Olivier, le plongeur. Donc si la barge est en train de couler, il va falloir évacuer rapidement le personnel qui est dessus sur une barge où le treuillage est déjà d'emblée compliqué, quoi. Au niveau conditions météo, on n'a déjà pas trop de visible, les nuages sont assez bas, il y a un peu de vent. Ça va peut-être un peu turbuler en mer, ce qui va encore ajouter de la complexité au treuillage. Au radar, Nico, il n'y a rien qui pourrait être... le seul écho qu'on a, qui pourrait correspondre à ça. Ouais, on voit les îles là. C'est le seul écho que j'ai véritable à côté de la position. Ouais, c'est bon, j'ai visuel. C'est bien la plateforme qu'avait repéré le radar. Elle est proche des récifs des Glénans. Elle est pas loin des hauts fonds, hein, parce que quand tu regardes les boutons derrière là, elle est pas loin des rochers. Hein. Ouais, elle est vraiment pas loin, ouais. La grue est pas en position de repos, hein, a priori. Mais par contre, les bas sont descendus un peu, ouais. Ouais, ils sont descendus un petit peu, et je pense qu'en restant au-dessus, on pourrait descendre le plongeur à un endroit... Donc, il n'y a pas d'obstacle particulier. Je suis pas pour l'ouverture porte. Ouverture. Il constate que la plateforme a posé au fond de l'eau ses piliers de 40 mètres de hauteur. Pour l'instant, elle ne dérive plus. Je pense que le petit remorqueur là, il n'est pas suffisamment puissant quand il y a du vent pour un truc comme ça, tu vois. Ce qui leur pose problème, c'est la taille du remorqueur qui tractait la plateforme et le tout petit diamètre du câble qui les relie. Donc Nico, tu vois le boudin avec les pneus, la défense, ouais, là, et on descendra entre ça et les barrières. Reçu. Allez, le plongeur a récupéré le croc, il s'équipe, il arrive au niveau de la porte. Allez, je déborde le plongeur. Ok. Plongeur en descente. Une descente périlleuse. Il ne faut pas heurter les piliers et tenter d'atterrir sur la plateforme en évitant les obstacles. Ce n'est pas une tempête violente, mais les creux font quand même près de 2 mètres.
Cette plateforme, un énorme engin pâteau et pas facile à manœuvrer, 60 mètres de long, 30 de large. Plus de 4000 tonnes de ferraille avec plusieurs tonnes de carburant dans ses réservoirs. De quoi provoquer une catastrophe si elle coule. L'équipage est britannique. Les hommes paraissent soulagés de voir que leur appel a été pris au sérieux par les autorités françaises. Le capitaine explique qu'il a monté la plateforme sur ses piliers de 40 mètres. Elle est donc maintenue au-dessus de l'eau. Un peu plus tôt, ça bougeait beaucoup, mais maintenant tout va bien. Cyclone Rescue de plongeur. Ouais, plongeur, j'écoute. Le capitaine me dit que tout le monde va bien à bord. Ils n'ont pas besoin d'évacuation. Là, apparemment, ils sont posés sur le fond, ils ne bougent pas. D'après ce que je comprends, ils attendent une meilleure météo pour pouvoir repartir. Oui, on se présente pour te récupérer, tu peux monter sur la plateforme. Reçu. Olivier a évalué la situation, il peut rejoindre le Caïman. Il est au-dessus de l'eau maintenant, je reprends la montée, le plongeur est en montée, j'arrive 1 mètre sous les roues, j'arrive au niveau des roues. Et le plongeur au niveau de la porte, en entrée dans le cargo, ça rentre. Il ne semble pas inquiet pour la plateforme, au moins dans l'immédiat. Le capitaine de la barge m'a dit qu'il pouvait supporter des conditions jusqu'à 4-5 mètres de creux. Donc là, actuellement, on doit être à 1,50 m, 2 mètres. Reste que ce qu'ils ont vu ne rassure pas complètement les hommes du Caïman. Ils alertent le CrossCorsen sur la faiblesse apparente du remorqueur et en particulier celle du câble d'amarrage certainement incapable de supporter une tempête. En quelques minutes, la préfecture maritime de Brest réunit plus d'informations sur cette plateforme. Elle sert à installer des éoliennes offshore. Elle vient de Hollande et se dirige vers le sud. Pour l'instant, l'équipage du Caïman reste vigilant. Suivant les conditions météo, effectivement, c'est-à-dire que si ça continue à souffler et si la mer grossit encore, il faudra peut-être être amené à retourner pour évacuer les gens. Là, la situation n'est pas stabilisée encore. Bon, là, c'est à peu près stable pour l'instant. Là, je pense qu'ils vont faire un petit point météo certainement pour voir ce qui est prévu pour la nuit. Et dans ces conditions-là, si la météo devait vraiment s'aggraver, il faudrait retourner cette nuit, oui, pour évacuer ces personnes-là. Damien habite Brest, à 1 heure de la base. Mais cette nuit, il est d'astreinte. En cas d'alerte, il faudra que son hélicoptère décolle très vite. Pareil pour l'alerte, pareil pour la nuit, le téléphone au pied du lit. Ah ouais, non, la nuit, non, elle n'est pas la même qu'à la maison parce que on n'a pas forcément l'esprit aussi serein que quand on est à la maison. Bah, c'est différent, quoi. Voilà, on travaille sans travailler, on va dire, quoi. Voilà. On a l'esprit occupé. Au matin, le Caïman de SAR reçoit l'ordre de retourner sur la barge. SAR, de l'anglais Search and Rescue, en français Recherche et Sauvetage. Une partie de l'équipage est relevée. La treuilliste sera Vanessa Le Gall. Il y a une alerte, la machine de SAR est déjà prête. Et nous, on passe en combinaison étanche et puis on s'équipe de l'atelier de vol. Il faut aller vite. Il faut aller vite. Vous avez combien de minutes pour... Donc le plus rapidement possible. Le premier maître Vanessa Le Gall, 34 ans, dont 11 dans la marine. La seule treuilliste femme de la flottille. Donc on a une combinaison étanche à notre taille et un baby gros pour avoir chaud si on va à l'eau. C'est un top chrono, plus on est rapidement à la machine, plus on décolle rapidement. Donc,
Et là, c'est la combinaison. Là, il faut pouvoir, si jamais il y a un crash, il faut pouvoir résister dans l'eau, c'est ça? Voilà, la combinaison elle permet de nous isoler de l'eau et le babygro en dessous permet de rester bien au chaud en attendant les secours. Donc ça c'est quoi? Ça c'est une... C'est une Mae West, c'est un gilet de survie avec une flottabilité à percussion manuelle. Et le casque, il nous protège dans la machine, il nous protège des chocs parce qu'on a souvent la tête dehors, on peut se cogner facilement. On a une visière aussi pour nous protéger du vent et du sable ou des cailloux qui pourraient voler. Et il y a le micro pour parler à l'équipage qui est directement relié sur le casque. Mais c'est un métier de femme ou d'homme ce que vous faites? Parce que c'est difficile. Il y a beaucoup d'hommes, mais c'est tout à fait accessible aux femmes. Il n'y a pas de problème, que ce soit sur le physique, la force, etc. Il n'y a pas de contre-indication pour les femmes. Donc là, vous êtes prête à partir en mission? Là, je suis prête. La mission ce matin, c'est donc de retourner sur la barge en difficulté au large des Glénans. Damien doit y emmener des experts pour évaluer le danger que représente la grosse plateforme et la faiblesse apparente de son petit remorqueur. Les 4 experts de la Marine nationale en ciré jaune devront décider de la suite des événements. Ils s'installent, on les sangle. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, le temps s'est un peu assagi. Cependant, les experts ne semblent pas très rassurés à l'idée de quitter l'hélicoptère pour descendre au niveau de l'eau. Et il y a là qui va vous parler un petit peu. Voilà, je lui mets le cadre. Ok. Ça va là? Oui, on s'entend, ouais. Donc l'idée est de nous déposer uniquement sur le remorqueur. D'accord. A priori, ils ont l'intention de rester planche sur zone. Le but, c'est de voir si le remorqueur est capable de repartir en autonomie. D'accord. Donc Vanessa, en fait, je vais les appeler en arrivant sur zone là. Donc dans l'ordre, on descend le plongeur. Ensuite, on descendra les 4. Les 4, oui. Et de toute façon, s'il n'a pas une route adaptée, moi je descendrai personne. Comme sur un bateau, le commandant est seul maître à bord. C'est lui qui décide. Devant les yeux de Vanessa sur l'écran, le signal radar de la plateforme. La plateforme a remonté 4 de ses piliers. Les 4 autres plongent dans l'eau et reposent sur le fond. Vert pour la porte. Reçu, j'ouvre la porte. Le pilote décide de descendre le plongeur sur le remorqueur. La porte est ouverte. Quand j'aurai sorti, je le déborde. À droite d'eau, 15 mètres. Début de descente du plongeur. À droite d'eau, 7 mètres. 5 mètres. Bonne position pour l'instant. Droite d'eau, 2 mètres encore. Stoppez la droite. Il arrive à 1 mètre du pont. Il est debout sur le pont. Toujours accroché. Il est décroché. Vu de près, le câble qui doit tirer les 4000 tonnes de la plateforme paraît bien petit, franchement léger. Damien, le pilote, décide de déposer les experts à leur tour. Je vais chercher le premier. Ok, il est accroché. Ouais. Il va venir au bord du cargo. Avec la houle, le bateau roule et l'appontage risque d'être compliqué. Il arrive au bord du cargo. Monsieur. Je serai pareil pour la suite. Attends pour la suite. Reçu, je prends la suite. Et je le sors. Il a déjaugé. Monsieur. Je vais descendre en avant d'eau 3 mètres.
droite d'eau 7 mètres. En avant d'eau 3 mètres. Stoppez l'avant. Stoppez la droite et en avant d'eau 2 mètres. Et au-dessus de l'eau. À droite encore 1 mètre. Stoppez la droite, bonne position, il arrive à 1 mètre du pont. Sur le pont. Il est debout sur le pont. En bas, les experts vont vérifier tout ce qu'ils peuvent. L'état des machines, leur puissance, les treuils, la résistance des câbles d'amarrage. Pendant près d'1 heure, le caïman patiente et surveille. Puis le plongeur annonce qu'ils ont terminé leur inspection. Bonne position, petite tendance avant. Alors en fait le vent il est travers droit donc c'est pas forcément hyper confortable. Reçu, vous voulez vous orienter? Ah bah non, parce qu'après je dois voir le bateau. Donc là la position elle est bonne pour le treuillage. Ok, stoppez l'avant et à droite de 2 mètres. Ok, stoppez la droite. Et il a déjaugé à gauche d'eau pour le mettre au-dessus de l'eau. Ce vent de travers fait rouler le remorqueur. Pas pratique pour récupérer nos experts qui manquent d'entraînement pour s'adonner à ce genre d'acrobatie. Stoppez la droite, bonne position. Je crois que c'est pris un coup de bourre. Voyez-vous du marchepied. Je le rentre. Il semble plutôt content de retrouver une certaine stabilité. Pour l'instant, la barge est encore posée au fond de la mer. 4 de ses piliers s'appuient sur la roche. Mais les experts annoncent qu'ils pensent la laisser repartir. On a fait un check complet du bateau pour vérifier que aussi bien la propulsion, la flottabilité et tous ces systèmes de remorquage étaient en bon état et à reprendre sa route. Donc pour nous la mission est terminée, on rentre à la maison. Le temps s'améliore, le danger s'éloigne. La fin de la tension. Peut-être l'occasion de parler d'eux. Est-ce que ça vous arrive, Damien et Stéphane, d'avoir un petit peu peur? Non, on n'a pas réellement peur. Il y a beaucoup d'adrénaline durant les phases de ralliement, de recherche du bateau, de vérification de position et de treuillage. Et ça vous arrive parfois de penser à l'accident? Personne n'y pense, je pense, parce que de toute façon, je pense qu'y penser à la base, ce serait déjà un gros facteur de stress. Donc je pense que personne n'y pense, quoi. Morgat, une station balnéaire de la fin du 19e siècle, à une dizaine de minutes de la base de l'Envéoc. C'est ici qu'habite Vanessa, treuilliste et jeune maman. Hop là. James, son fils, a 2 ans. Youhou! Tu voles? Tu voles? Comme maman? Mère de famille et équipière sur un hélicoptère, elle est parvenue à s'organiser. On arrive bien à concilier les deux, la vie de famille et puis la vie professionnelle. On essaye de bien profiter de tous les moments en famille. Parce que entre les SAR, les entraînements, les vols de nuit, on n'est pas tous les jours à la maison. Donc la nounou a l'habitude de garder des enfants de militaires. Et du coup, elle est habituée au changement de programme. Si le matin, je lui dis que je récupère le petit à 17h et que finalement, à 16h30, je lui dis qu'il passe la nuit chez elle, elle s'adapte très bien. Donc ça, c'est vraiment une grande chance. Et puis, il y a les parents pas loin et les amis aussi. Je vais t'attraper! Et le papa, il est pas là alors? Le papa, il est en mer, il est militaire aussi, il est marin. Et là, il est parti 4 mois et demi en mission.
Et la vie continue, on se débrouille sans lui, on y arrive. Allez, on rentre. Avec son militaire de mari, Vanessa a décidé de ne pas vivre dans la caserne. Ils habitent à une dizaine de minutes de la base. Oh là là, il y a des belles fraises. Nous, on habite à 5 minutes de la plage. On a une maison avec un jardin, donc c'est vraiment très agréable. Même si la météo n'est pas toujours au rendez-vous, on a quand même une vie qui est vraiment tranquille et puis on peut bien profiter de la nature et de la mer. Allez, on rentre. Tu viens, James? On va regarder si papa il a mis des nouvelles photos. Et pour l'instant, j'ai pas de nouvelles parce que son bateau a coupé toutes les communications extérieures parce qu'ils sont en train de mener une opération. Donc j'attends, ça peut durer quelques jours, une semaine ou plus. James, tu viens, on va faire une photo pour papa? Avec les fraises, oui. Comme ça, on va montrer à papa. Alors, attends, c'est pas ça que je voulais ouvrir. Voilà. Papa, j'ai ramassé des fraises. Coucou, papa. J'ai des fraises, papa. Un mari marin, c'est beaucoup d'absence. Voilà. Mais elle était prévenue. Je me suis mariée, c'est pour le voir quand même un petit peu à la maison. Mais ça fait partie des contraintes du métier de marin. On savait tous les deux qu'on ne se verrait pas tous les jours. Donc là, c'est un petit peu plus simple parce qu'il n'y a que lui qui part. Pendant un moment, lui était sur un bateau et moi, j'étais sur un autre bateau. Donc on se voyait encore moins. Et maintenant qu'on est un petit garçon, j'ai arrêté d'embarquer. Donc il n'y a plus que lui qui part. Donc ça simplifie un petit peu les choses. Les hommes en mer, chez les Le Gall, la famille de Vanessa, on s'y est fait. Pendant plusieurs générations, cela a été de père en fils. Qu'une fille ait pris le relais ne doit pas bouleverser les ancêtres. Voilà, donc ça c'est un bateau qui était, donc on voit, c'était le Crozon. Donc c'est un vapeur qui était, donc on voit capitaine François Le Gall. Ça c'était mon grand-père. Votre père? Et mon père, lui, il était dans la marine nationale. Donc lui, il était mécanicien de bord. Donc il faisait un métier un petit peu similaire au mien. Il était sur les hélicoptères aussi. Donc vous avez suivi sa trace? Donc j'ai suivi sa trace, oui. Coucou, ça va toi? Depuis qu'il est à la retraite, les bateaux de Roger Le Gall ont rapetissé, mais il prend un soin méticuleux de son canote. Ça va? Coucou. Tu bosses pas? Non, aujourd'hui je suis en récup. Ouais. Tu grimpes? Ah ça y est, le mousse. Ça bosse. Un marin, oui, et qui a aussi connu les hélicoptères. J'étais mécanicien navigant sur Super Frelon à Lanvéoc. Et puis après, j'ai continué dans la marine saoudienne pendant une douzaine d'années. Et j'ai fini dans la marine marocaine, en passant par les gardes-côtes grecques. Voilà. Comme je suis passé par là, je sais que c'est pas tous les jours facile. Et quand le temps est mauvais ou quand on a du retard, on n'est pas toujours très rassuré en fait. Enfin. Il s'inquiète un petit peu, oui. Bah, il ne sait pas toujours que quand je pars. Donc quand je suis de Sarre, souvent je suis à la maison. Il sait que je suis de Sarre, mais souvent je l'appelle plutôt en rentrant d'intervention, que je l'appelle jamais pour lui dire que je pars. Par contre, il veille la VHF, donc il sait ce qui se passe quand même par l'intermédiaire de la radio. D'ailleurs, moi quand j'avais du retard, ma femme n'était pas toujours très rassurée. Oui. Ça arrivait. Et puis on a eu une série d'accidents à Lanvéoc, là, avec les Super Frelons, il y en a eu plusieurs. Donc on n'aime pas trop, quoi. Il y a toujours une question, une petite inquiétude. Surtout quand on pense aux petits. Bah on a vu quand même des gens tomber. On a vu des hélicoptères tomber, des enfants en bas âge qui restaient sans parents. Ça, on l'a vu. Hein. Donc, enfin, je n'y pense pas trop. Ici, James, un petit peu là. On évite d'y penser. Reste que si les risques sont bien maîtrisés, tous ceux qui volent se préparent à vivre, peut-être un jour, l'accident. Régulièrement, les équipages vont au C100, le centre d'entraînement à la survie et au sauvetage de l'aéronautique navale. Tous les membres des équipages d'hélicoptères ou d'avions de l'aéronavale doivent passer ici et subir chaque année le test de la gloute. La gloute, c'est cet appareil insolite, un simulateur de crash en mer.
Damien débute son stage annuel de 4 jours qui doit lui permettre de se remémorer tous les gestes à accomplir au cas où son appareil s'abîmerait au large. Une fois que la cabine est stabilisée, clac, impeccable. Voilà, et première inspiration, la main sur le nez, impeccable. Là, après je suis là, donc là, je vais chercher la porte. Super. Je largue, je garde la référence. Nickel. Là, je descends, petit côté. J'ouvre la boucle. Super. Tout cela en 30 secondes et sans rien y voir. L'une des difficultés, c'est que la cabine se retourne presque toujours. Damien est dans le noir avec très peu d'oxygène, à peine 1 minute de réserve. C'est le plongeur qui est obligé de lui indiquer la poignée. Sa première tentative ne s'est pas très bien passée. Non mais on en refait une. Donc là, eh ben donc, en fait à la prochaine je monte. Oui, oui, tout à fait, ouais. Comment c'était Damien alors? J'ai eu un petit peu, alors en fait avec les lunettes, il fait complètement noir et j'ai eu un petit peu de mal à trouver la poignée de la porte. Voilà. Mais sinon après, ça a été quoi. Donc les pilotes, ils sont préparés au maximum en cas de crash, en fait. Ça peut arriver? Oui, oui, c'est déjà arrivé, oui. Et on a eu des retours d'expérience avec des pilotes qui l'ont vécu. Et d'après eux, on est vraiment proche de la réalité. Par rapport à la vitesse d'immersion, à la vitesse de retournement, les conditions là sont vraiment respectées au plus près de la réalité. Pendant 4 jours, les plongées se succèdent. « 4 jours pour que les automatismes soient bien imprimés dans le cerveau. « 8 heures du matin. Le docteur Albert assure aujourd'hui la permanence SAR, recherche et sauvetage. Alors aide de permanence pour la mission SAR, ça implique surtout une très grande réactivité. On doit être paré en fait à décoller le plus rapidement possible pour pouvoir en gros partir sur zone dans les 20 minutes, dans la demi-heure maximum. Donc ça implique d'être ultra réactif. C'est pour ça d'ailleurs que j'habite à la sortie de la base. Hein. On est vraiment très très près. Ça vous arrive d'avoir du stress? Tout le temps, parce que si on n'a plus de stress, il faut s'inquiéter. Après, du stress négatif qui m'inquiète, un petit peu au début, quand on arrive dans ce type d'affectation, c'est quand même une mission très particulière. Aujourd'hui, le stress, c'est le stress positif. C'est l'adrénaline qu'on va ressentir quand on va partir en mission, c'est l'adrénaline qu'on va ressentir quand on va descendre sur le bateau en étant élitreillé. Après, oui, mais du stress positif, du bon stress. Mais du mauvais stress, vous en avez parfois? De la peur? La peur non, parce qu'on a quand même confiance, on a une grosse confiance dans les gens avec qui on travaille. Après, ça n'empêche pas des fois d'être un petit peu, de se dire ouais, là c'est chaud quoi. Quand on ouvre la porte, du cargo et qu'on dit ok, le tout-bip descend et que on voit que ça tabasse bien en bas, on se dit que ouais, ça va être chaud. Mais après, on a confiance parce qu'il y a le plongeur qui est en bas, parce que les pilotes, ils ont l'habitude. Bon, voilà. Après, il ne faut pas se focaliser sur la peur. Sinon, dans ce cas, on ne demande pas ce type d'affectation et on ne fait pas ce métier. Hein. Christophe Albert a 36 ans. Il a 2 enfants.
Christophe est médecin et militaire avec le grade de lieutenant-colonel. Il a effectué plusieurs opérations extérieures en Afrique. Depuis 2 ans, il est affecté à l'Envéoc. Donc là, je suis parti pour être de garde SAR et puis voilà, je suis suspendu au téléphone et j'attends que ça sonne pour éventuellement être déclenché en mission. La sirène mugit. Au large, un homme est en détresse à bord d'un bateau de plaisance. Ses équipiers craignent qu'il ait été victime d'un infarctus. Là, en fait, on va faire le rôle de SMUR, parce qu'on va partir et essayer surtout de prendre en charge ce patient de la manière un petit peu la plus optimale, à savoir surtout pouvoir faire un électro pour pouvoir le diriger éventuellement vers un centre de coronarographie s'il faut lui déboucher une artère coronaire. Donc on va voir ça. Aux commandes du Caïman, un autre pilote, Rodolphe. On décolle, monte derrière. À bord, Vanessa, la treuilliste. Christophe, le toubib. Ok, la DH 150 à gauche, 150 à droite. La cabine... Et l'infirmière, Hélène. Mode de pilotage. Le plongeur, c'est Loïc. Le nose wheel, tu vas passer pour lock une fois 2 fois, le front park il est libre une fois 2 fois avant décollage effectué. Le temps est calme. Le bateau se trouve à 45 milles de la base, 83 km. C'est un magnifique voilier qu'il découvre au loin. Il est pratiquement à l'arrêt. Le mission selector quand ouvrir la porte Vanessa. Reçu, j'ouvre la porte. Il découvre aussi la difficulté. Les 3 mâts de plus de 40 mètres de hauteur et le ruban. Moi j'aurais sorti, je le déborde. Il faut approcher mais ne rien toucher, sinon ce sera la catastrophe. Déposer le plongeur va être très délicat. L'hélicoptère s'approche très près des mâts. Et c'est grâce à un coup de balancier imprimé par le pilote que le plongeur parvient à s'agripper à une barre métallique. Il est décroché. Il a déjaugé. Pour limiter les risques et simplifier l'arrivée du toubib, ils ont attaché une corde au crochet. L'hélicoptère peut s'écarter des mâts et il suffit au plongeur de tirer vers lui le nouvel arrivant. Le voilier est hollandais. À bord, on parle l'anglais. Monsieur, okay, hi. So what's the problem? This patient has got chest pain? Yeah. Chest pain and he was sweating and vomiting. L'homme aux lunettes est médecin. Il a déjà posé une perfusion dans une veine du malade. You don't have any EKG here? No, we gave him just in case. Okay, you already put a needle. 40 mètres au-dessus, Rodolphe, le pilote, reste en vol stationnaire. Mon expérience, c'est qu'en général, le patient est sauvé à partir du moment où il y a quelqu'un du corps médical à côté de lui. Donc là, je suis relativement confiant. Il a un médecin à côté de lui avec un infirmier. Si son état ne permet pas d'être transporté immédiatement, ils vont d'abord le stabiliser avant de procéder au transport. Si c'est urgent d'aller aux urgences, ils vont le transporter très vite. On va très vite l'emmener aux urgences. Donc j'ai envie de dire que j'espère lui porter malheur, mais que normalement il est sauvé. C'est Hélène, l'infirmière, qui arrive à son tour. You can just sit down on your bed, please, just like this, okay? And you will dip briefly, okay? Okay, on va lui faire le CG? Okay. On a scale of 10, the pain, how much would you say? When 10 is unbearable, I must say at the moment 4 or 5. 4 or 5. Now, when we are discussing 4 or 5, okay. And the maximal pain you had, it was? It was 6, 7. 6, 7? Okay. If the EKG is normal, do you think it would be able for you to be brought sorry, no problem in the helicopter, but he's a mariner. He has done that by okay. Je vous laisse la place pour faire le truc. Il a sa voix. Après, on lui mettra un salé. Et puis, sur le salé, on rajoutera quand même 250 d'aspirine. When we will do the EKG, you don't move, you don't speak.
You close your eyes, you stay quiet, and everything will go very good. You will see. Alors. It seems to be not so important. There are some small signs, but which could need to watch you in hospital and maybe just to do some biological exam. Notre plongeur, il est où? Il galère sur le côté. Avec le... Elle descend peut-être à civière. Effectivement, pour évacuer le cardiaque, Vanessa doit envoyer la civière. On peut peut-être le mettre un peu sous O2 là, hein, le temps d'arriver avec la civière. IV without problem. When you put the IV. I hope it's still functioning. That's why. Before using it, I prefer just to be sure that the drops are going good. L'aiguille de la perfusion n'a pas été bien posée. L'injection est très douloureuse et le liquide ne passe pas. Bon, la voie veineuse diffuse. Pour ça, je préfère vérifier. On va le mettre en civière, on lui posera la voie en haut. Hein, là, il n'est pas trop mal, il est stable. It's okay? Il va falloir reposer cette intraveineuse, mais Christophe préfère le faire dans l'hélicoptère. Là, on va le mettre en civière, c'est bon. Je vais quand même faire mettre quelques fringues parce que c'est mieux. Bon. Ça va, Harry? Ça va? Good? This not really comfortable position won't be very long. Okay? Vanessa doit renvoyer le croc et la corde que le plongeur va utiliser pour maintenir la civière et les équipiers lors de leur remontée. Les mâts, le vent, l'opération est compliquée. En plus, ça glisse. Il a le croc à la main. Bonne position, petite tendance avant. La position elle est bonne pour le treuillage. C'est Hélène qui remonte d'abord pour aider Vanessa à recevoir ensuite la civière. Okay, so as we said, if something is wrong, contact, okay? Tell me, and we'll see. Okay? Stoppez la droite. Et il a déjaugé à gauche d'eau pour le mettre au-dessus de l'eau. Il éclaire des obstacles. Ok, il est au-dessus de l'eau. Ok, je prends la suite. Donc si vous avez la suite. Attends pour la suite. Au niveau du marchepied. Merci. Toujours dehors. Au niveau du cargo. Un bon quintal pour l'ancien de la Navy, une quarantaine de kilos pour la civière. Je le rentre. Vanessa et Hélène ne sont pas trop de deux pour les entraîner à l'intérieur de la cabine. Ok, il a déjaugé à gauche d'eau. C'est le Toubib qui monte à son tour en direction du ciel. Il arrive à 2 mètres sous la barque. Au niveau du marchepied. Au niveau du cargo. Il arrive dans la machine. Pour Hélène, l'infirmière, ça va coup-ci coup-ça. Elle semble victime du mal de mer ou du mal de l'air. L'ancien de la Navy est un des membres de l'équipage du voilier, le mécanicien. Je ferme une porte. Le bateau va continuer sa route sans lui. L'intraveineuse avait été mal posée. Hélène doit repiquer. We will be in hospital in about 10 minutes. Okay? The pain is only a little bit here, not straight. It's a bit here. Okay. C'est pour ça. Pas de problème. Maybe that's only in my mind. Because I know. It's not a problem if it's in your mind or not. Okay? Blood pressure is good and the heart rate is good.
C'est toujours vers les urgences de la Cavale Blanche, l'hôpital de Brest, que le Caïman ramène ses patients. Ce secours, c'était compliqué? C'est pas à la portée de quelqu'un qui s'improviserait treuillage sur voilier. Il faut avoir une petite expérience quand même pour se lancer dans ce genre de manip parce que les pièges sont nombreux. Mais c'est pas d'une difficulté insurmontable non plus. Hein. Je n'ai pas transpiré. Hein. L'électrocardiogramme qu'on a fait à bord était plutôt rassurant. Donc du coup on se retrouve en fait dans la configuration d'une douleur thoracique, on va dire, qui est rassurante. D'ailleurs le patient va plutôt pas mal. You feel good? I'm coming with you until the hospital, don't worry. La problématique c'est qu'en fait tu peux pas laisser en pleine mer quelqu'un qui a une douleur thoracique et qui fait potentiellement un infarctus. Parce que s'il fait un infarct, si tu veux, il faut vite le mettre, il faut vite faire ce qu'on appelle une reperméabilisation. Et ça c'est dans les 6 heures. Maximum. Et comme on dit, time is muscle, donc plus tu attends, plus en fait tu perds du muscle cardiaque et tu as des séquelles. Hop. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier là, docteur? Ah bah c'est le fait de faire une médecine d'urgence qui est atypique. Moi j'aime bien dire en milieu atypique. Milieu hostile c'est plutôt, tu vois, l'Afghanistan quand tu risques ta peau parce que tu as les gens qui tirent dessus. Là c'est plutôt milieu atypique parce que bah voilà, tu te fais treuiller sur, ça peut être une coque de noix, ça peut être un gros voilier, ça peut être un ferry, ça peut être plein de choses. C'est sympa mais c'est un petit peu physique quand même. 55, 39 en tant Je crois pas parce que le monsieur il me parle, il bouge. Donc comme on soigne des gens et pas des chiffres, je doute qu'il ait 5 de tension. Ok, let's go. Hélène, ça a été, vous étiez un peu secouée non, dans le bateau hein? J'étais un petit peu malade. C'est vrai? Ouais, ce qui est difficile, c'est de passer du mouvement d'hélico au mouvement du bateau et à nouveau au mouvement d'hélico. Il y a eu un petit moment délicat? Oui, pendant le treuillage, je suis remontée la première et c'est vrai que du coup, en attendant le patient et que tout le monde remonte, là au bout d'un moment, ça commençait à me travailler un peu. Un métier qui secoue un peu, mais tous sont passionnés et s'émerveillent de pouvoir le faire. Si un jour on m'a dit que je ferais ça, je pense que j'y avais même pas pensé. Pourquoi? Oh, bah parce que déjà il faut savoir que ça existe. Quand tu fais ta fac de médecine, tu sais pas forcément que ça existe. Et puis ensuite, voilà, c'est les événements de la vie qui t'amènent à faire des fois des choses. 13h30 ça commence? Ouais, début de la douleur, ouais, 13h30. Il avait eu de la trinitrine qui n'avait pas amélioré la douleur. Et pendant le trajet, il était stable. Merci beaucoup. No problem, sir. You're welcome. I'm glad with you. What about your trip in helicopter? It was not my first time. No? I'm retired Navy. Okay. But it was a nice ride. How do you feel now? Better. Feeling in good hands. And that's important. You were afraid about your... When it happened, of course. And then you realize what happened. The doctor comes. And then the whole circus starts. But I'm grateful that you were there. Alors, ma petite Louise. Allez hop, on va aller prendre le bain. Allez, direction. Direction. La baignoire. Hop là, viens par ici, ma petite. Le docteur Albert est un jeune papa. Son deuxième enfant, une petite fille. Bon petit bain. Tiens, je vais te la déshabiller, Ouais, je te laisse mettre de l'eau. La baignoire. Attention, Loulou. Alors, le lot. Hop. Muriel Albert est infirmière. Oh là là. Tu regardes par la fenêtre. Ça y est, elle est arrivée. La petite puce. Il y a à peu près 2 semaines, un peu plus de 2 semaines maintenant. Le bassin de mademoiselle est avancé. Hop. Voilà. Toc. Donc vous êtes une famille heureuse alors? Oui. Mouillé surtout là. Tiens, je te Mais oui, c'est pas mal. Regarde, comment ne pas être heureux avec ce petit bout. Tac. Et oui, faut gérer ces multitâches là. Faut gérer le petit modèle et le grand modèle. Alors ma chérie. Hop.
Le fait que Christophe puisse partir faire des secours, c'est des contraintes? Ah bah oui, au quotidien, oui, c'est des contraintes, c'est pas facile à gérer, à organiser. Bon après... Oui, comme une chef. On évite de faire le stage C100 à 15 jours. Faire un métier dangereux comme le vôtre, Christophe, ça vous a pas empêché de vous marier, d'avoir des enfants? Oh, dangereux, c'est peut-être pas dangereux. Après, c'est un métier avec des contraintes. Et puis l'adrénaline. Après, heureusement qu'on peut se marier, avoir des enfants, sinon il n'y aurait plus beaucoup de candidats pour ces métiers. Donc non, il n'y a pas de souci. On arrive. Après, c'est une question d'organisation, et puis il faut trouver effectivement une femme qui accepte aussi un petit peu ses contraintes, qui accepte ce rythme de vie. Faut faire avec et. Vous êtes de bonne composition, enfin. Bon, je l'ai choisi, donc c'est vrai que je le savais d'avance. Ce que j'allais dire, hein, en même temps. Non, il m'a rien caché, donc c'est vrai que. Il n'a rien caché. C'est-à-dire quand tu vois des choses qui sont émotionnellement fortes, c'est bien d'avoir, on va dire, des repères familiaux assez importants. Des repères familiaux qui sont, on va dire, stables et sur lesquels tu peux te raccrocher parce que voilà, la vie, c'est pas que des drames, la vie, c'est pas que du sang, que des gens qui ont mal. La vie, c'est aussi justement la vie normale, quoi, hein, heureusement. Je pense qu'il faut une stabilité personnelle pour être bien dans sa tête, pour pouvoir justement assumer ses missions, on va dire, sereinement. Tu fais rien. Tu travailles, ouais, on l'exploite, on adore l'exploiter. Tu reprends ton petit dos, tu es bien là. Oh, je suis bien après mon petit bain. Une vie de famille paisible qui ne reste pas paisible tout le temps. En mer, les accidents et les drames n'attendent pas le lever du jour pour se produire. Si Rodolphe, le pilote, vient d'être réveillé, c'est parce qu'en mer, un homme risque de mourir. Donc là, il est 3 h du matin, vous êtes opérationnel H24? Ah non, moi, il y a encore une demi-heure, je dormais. Opérationnel, oui, j'ai eu le temps de prendre 2 cafés, et puis d'avoir des discussions à peu près cohérentes, donc je dois être à peu près réveillé. Voilà. L'avantage qu'on a eu des enfants, c'est qu'on se réveille plus facilement qu'avant. Rodolphe sait qu'en pleine Manche, un homme est en train de sombrer dans le coma à bord d'un ferryboat en route pour Portsmouth, en Angleterre. Allez, red light devant la machine. Ouais, c'est bon, on est parti. Allez, c'est clair partout. Un peu assis de chambre à fonction, le plus rapidement possible. La porte est fermée, verrouillée. Reçu. Après décollage? Oui. Attends, toujours libre le train, la vitesse est bonne, je peux le rentrer? Oui. Je peux rentrer le train. Et le train il est rentré, les voyants éteints, après décollage effectué. Reçu. Le Cross-Corsen leur apprend que le ferry vient d'Espagne et fonce à 28 nœuds vers l'Angleterre. 28 nœuds, c'est un peu plus de 50 km à l'heure. La direction pour trouver le ferry, c'est plein nord. Pilotes et copilotes sont équipés de lunettes infrarouges. Comme notre caméra, ils voient la nuit. Ils survolent Brest et ensuite, c'est la mer. 62 000 marins, 114 km, 22 minutes de vol. L'infirmier, c'est Pierrick. Le médecin, Arnaud Michel. Le plongeur et sa moustache, un autre Pierrick. Et le treuilliste, les yeux de l'appareil et du pilote, c'est Nico. Le treuillage de nuit, il est plus compliqué? Plus compliqué, oui, effectivement, moins de visibilité, on n'a pas l'horizon comme référence. On est plus sensible aux illusions sensorielles. Mais après, ça reste un gros bateau qui sera illuminé, donc on verra bien. On verra bien le bateau. Pour le pilote, il aura quand même de bonnes références pour tenir le stationnaire et effectuer le treuillage. Donc
Il ne faudra pas de problème particulier là, pour cette nuit, quoi. 22 minutes après le décollage, il repère le ferry. Le bateau est long de 200 mètres. Ok, visuel. Eh ben, écoute, ce sera un trouillage à 3 heures. Ok. Le bateau ne réduit pas sa vitesse. C'est à Rodolphe, le pilote, de s'adapter. Donc on sera au-dessus des cheminées en fait. On va se décaler. On est à 170 pieds. Au-dessus. Sinon on fait le jacuzzi. Hein. Allez, c'est parti mon kiki. Ok. Allez, j'arrive au niveau de la porte. Il doit se mettre en vol stationnaire au-dessus du bateau et donc avancer exactement à la même vitesse. Là, je déborde le plongeur. Il faut une belle maîtrise. Ouais, c'est bon. Le plongeur est débordé. On a en nous 2 mètres, 1 mètre. Un peu avant, à droite ou 2 mètres. À droite là. Le plongeur en descend. Le ferryboat est équipé d'un pôle médical qui n'a pas les moyens de traiter le cas du malade. Sans l'hélicoptère, il faudrait plusieurs heures pour le ramener à terre vers un hôpital. Détaché du gros, le grand remonté. Tu regardes des obstacles, tu peux te reculer sur l'arrière. Ok, tu as les commandes de la suite. Le médecin est attaché. Il arrive au niveau de la porte. Médecin débordé, en descente, en avant nous pour 10 mètres. J'ai passe les roues. En avant nous pour 8 mètres. 10 hauteur. En avant nous 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Stop l'avant, bonne position. Verticale. Le médecin arrive à léger posé. C'est en bas, hein, c'est ça? L'homme qui entraîne le médecin vers l'infirmerie lui apprend qu'en fait, le malade, un passager, a voulu se suicider à bord du ferry. C'est l'infirmière du bord qui l'a pris en charge. Bonjour, Arnaud Michel. Voilà, il a beaucoup de mal là depuis 3 quarts d'heure à garder les yeux ouverts. D'accord. Il désaturait un peu, donc on l'a mis sous oxygène. D'accord. On a varié entre 3 et 6 litres. D'accord. En revanche, il a eu un moment de tachycardie à 130, mais sinon pas. J'ai pas fait de CG. Non. Donc il a pris combien de comprimés? Il a pris au moins 10. 10. D'accord. Il a déjà fait ça une fois. Oui. Là, il est licencié, donc de savoir. C'est réactionnel. Coup, voilà. Alors, il a pris de l'alcool qu'il n'avait pas pris depuis 5 ans. En plus, donc c'est associé à l'alcool. Enfin, oui, je vais laisser comme ça, donc on va le monter à la sangle et puis il mettra après il allongera. Hein, voilà. Ouais. Donc il est un peu voilà. Ouais. Vous allez vous asseoir. Vous asseoir, vous laissez les jambes pendantes, d'accord? Agissez. Allez-y. Restez éveillé maintenant. Oui. Voilà, on va attendre un petit peu. Voilà. Il marche. Le marchepied. Et ok. Oh, voilà. Hop. Non, ça dort pas, Jean-Claude. Hein. Ça dort pas. Ce passager qui a tenté de se suicider avec ce cocktail médicament-alcool doit être hospitalisé d'urgence. Pour l'instant, il faut l'empêcher de perdre connaissance. Les pompiers, des membres de l'équipage du ferry, sont en tenue de lutte contre l'incendie. Une règle imposée par la sécurité. Lorsqu'un hélicoptère reste en vol stationnaire au-dessus d'un navire, il faut qu'à bord de celui-ci, les pompiers soient prêts à intervenir en cas de crash. Pour que le malade ne sombre pas dans le coma, ils ne vont pas le remonter dans une civière. Comme il est encore conscient et on va tenter, on va le techniquer au niveau de l'hélicoptère, on va pas perdre de temps sur zone. Donc une fois dans l'hélicoptère, moi j'ai préparé les perfusions et préparé l'installation du patient. La nuit, il est encore plus compliqué pour le treuilliste d'évaluer les distances et de passer son câble au plongeur. Infirmiers et médecins regagnent l'hélicoptère. C'est Pierrick, le plongeur, qui va remonter le malade. Là, il est fatigué. Là, je remonte avec lui de façon à le maintenir pour pas qu'il s'évanouisse. Donc je vais te dire tout le long de la remontée, quoi. Allez, je le déjauge. Ouais, c'est le moment. Il est déjaugé. Ils sont en remontée tous les deux. Claire, tu peux te reculer. C'est parti. Over. Over.
Le ferry continue vers l'Angleterre et l'hélicoptère repart vers Brest. Ils installent l'homme sur la civière. Une petite baisse de morale là, donc il a vraiment besoin d'être pris en charge là, c'est un signal d'alarme qu'il a lancé là. Donc là il va être pris en charge, racontez-moi un petit peu. Alors déjà il va être pris en charge, c'est-à-dire il va être surveillé à l'hôpital le temps qu'il élimine ce qu'il a ingéré et puis son alcool. Et puis après il y aura une prise en charge psychologique qui va se faire à l'hôpital aussi, et avec un relais après lorsqu'il rentrera à la maison. Dans l'espace réduit de la cabine, chacun s'affaire sans un mot. Les gestes sont précis, presque automatiques. Chacun sait ce qu'il doit faire. On compte sur chacun, chacun est indispensable pour la réalisation de la mission. C'est une équipe qui fonctionne, et puis il n'y a pas que l'hélicoptère, il y a aussi les techniciens au sol, il y a aussi le support de la base, les médecins, enfin voilà, c'est toute une chaîne qui se met en place à chaque fois pour pouvoir porter assistance aux gens qui ont besoin, donc c'est une grosse équipe au final. À Brest, les urgences de l'hôpital de la Cavale Blanche ont été alertées. L'homme est attendu. C'est bon pour la porte? Oui, vers porte. La DZ à 2 heures. La DZ, drop zone, l'aire d'atterrissage. La porte est ouverte, oui. On a 150, 400 le Vario. Arrivé à l'hôpital, Jean-Claude. Arrivé à l'hôpital, d'accord? Il est sorti d'affaire là. Ouais, on va le surveiller quand même pendant un petit moment. Ouais, tant qu'il élimine tout ça. Voilà, t'es allongé là pour le moment, ok? Ça va aller, t'as envie de dormir là hein? Vous avez eu le temps de parler avec lui? Ouais, donc c'est ça qui a motivé son geste, hein, dans tout son travail. Donc sa dernière traversée, là, malheureusement, liée à la conjoncture économique, c'est un petit peu la maladie du siècle. Oui. Voilà, on va sortir de l'ambulance, ok? À leur habitude, les urgentistes des airs et de la mer confient leurs patients aux urgentistes de la terre ferme. Bonjour. 10 comprimés à 23h30 plus whisky. L'homme est sous contrôle. Il s'en sortira. Le Caïman n'a pas encore terminé sa garde de nuit. C'est vers 7h30 que l'équipage de jour prendra le relais dans un peu plus d'1 heure. Fin de garde de nuit pour Nico, le treuilliste. Nicolas Kegler, 30 ans. Il a passé plus de temps à bord des bateaux de la Marine nationale que dans les hélicoptères. Un jeune loup de mer. Mais ce qu'il vit maintenant est très intense. Une fois que l'intervention est terminée, là c'est sûr que la pression retombe et toute la fatigue, voilà, un treuillage, on va passer 10 minutes, un quart d'heure à treuiller, c'est tellement intense qu'après on est un peu vidé, quoi, hein. Donc dès qu'on revient à la maison, c'est sûr qu'on pense qu'il y a une chose, c'est d'aller se coucher, quoi. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour faire notre travail? Il faut être disponible, parce que ça représente un investissement personnel important, ça représente beaucoup de temps. Après, il faut être capable de se remettre en question facilement. C'est un métier qui est exigeant, le doute n'est pas permis. Il y en a qui commencent à douter, la mission elle est compromise. Le doute en fait va se propager dans le reste de l'équipage, hein. Ça c'est sûr. Hein. Un loup de mer pas tout à fait solitaire, il vit avec un compagnon. Il n'y a qu'un chat. Il y a un chat. Voilà. Qui s'appelle comment? Léo. Nico est allé en Somalie pour traquer les pirates. Puis aux îles Kerguelen contrôler les navires de pêche qui déciment les poissons. Il s'est retrouvé au large du Liban pour intercepter les trafiquants d'armes ou de drogue.
un loup de mer pas trop préoccupé par les dangers. Si jamais on a eu un souci pendant le vol, on va être amené à se refaire le vol dans la tête, voir la partie où il ne s'est pas bien passé, et puis essayer d'analyser un peu ce qui s'est passé. Et c'est là qu'on va se rendre compte que voilà, on est peut-être passé à deux doigts d'avoir un accident. Mais sinon, non, de façon générale, on n'y pense pas. On est dans l'action, on est concentré sur le vol. Les machines sont bien entretenues, les techniciens font le boulot, mais après, voilà, on n'est pas à l'abri d'un accident. Ça peut être les conditions météo qui font qu'on va avoir un souci. Et puis là, on est à 200 km des côtes. On peut avoir un accident et se retrouver à devoir aller à l'eau, à Méry. Vos parents, ils savent que vous faites un métier à risque? Oui, ils le savent. Ouais. Ils se font du souci? Oui, un peu. Voilà. Après, c'est un souci un peu permanent. Voilà. Ils savent que je fais un métier un peu dangereux. Bon, ils se font forcément un peu de soucis, mais après, on n'en parle pas trop. Moi, j'en parle pas trop non plus. Voilà. Je sais qu'ils sont pas trop rassurés. Voilà. Ils auraient préféré que je fasse boulanger. Forcément, ils sont un peu inquiets. Ouais. L'accident, il n'en a jamais été victime. Ce qui l'intéresse, ce sont les histoires qui se terminent bien. C'est la récompense de faire des missions de sauvetage. C'est quand il y a un happy end et que la personne s'en sort, on est content, quoi. Voilà, on a servi à quelque chose, on a aidé une personne. Et ça, c'est une satisfaction. Voilà, on ne demande rien d'autre. C'est notre motivation, c'est ce qui nous fait tenir dans le métier. Ce qui donne un sens à ma vie, c'est d'aider les gens. Ce matin-là, il fait très beau sur le Finistère. Aux commandes du Caïman, Yann et Dominique sont copilotes. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, top démarrage pour tout le monde. À bord d'un paquebot de croisière norvégien qui s'appelle le Balmoral, le nom d'un château de la reine d'Angleterre, une old lady est dans un état alarmant. On passe 30 pieds. Roger. En route pour l'Angleterre, le Balmoral est à 62 milles de la France, 114 km. Près de 25 minutes de vol. Le médecin aujourd'hui, c'est le lieutenant-colonel Albert. Il a demandé au copilote de contacter le Balmoral pour que l'on ne bouge pas la malade. Balmoral, this is a rescue helicopter. Rescue helicopter, Balmoral. I would like you not to move her, my doctor will come and see her at her present position. Okay, copy on that now. So we're going to keep her in the medical center and your doctor will come and evaluate her there. Copy ça, c'est ça. Affirmatif, sir, affirmatif. Bon, donc thank you. Elle est à l'infirmerie, doc. Ok. Voilà, elle bougera pas, sinon il nous l'appelle. Comme ça, elle y reste, et puis je fais mon petit tour du propriétaire en arrivant. Ouais. Et puis on perdra moins de temps que s'il la met sur le pont et qu'après il faut la ramener à l'infirmerie. Ok, c'est clair. This is a rescue helicopter. Thank you very much for your cooperation. We are inside of your ship and we will be on top your position in 4 minutes. Il semble que le paquebot qu'il repère au loin soit le Balmoral. Donc on risque de le prendre entre 11h et 9h, Olivier. Il faudra bien faire attention aux obstacles à gauche. Armand de Rescue Charlie en début de travail. On va vérifier que c'est le bon bateau. Tu pourras ouvrir ta porte, Olivier. Oui, reçu. Et ouverture porte. Ils en ont appris plus sur le Balmoral. 220 mètres de long, 8 ponts, 741 cabines, ok, c'est le Balmoral. 2 piscines et même un espace pour jouer au golf. Ouais, t'as 45 minutes une fois déposé, Toubib. Yann, le pilote, ne donne pas beaucoup de temps à Christophe Albert pour faire son diagnostic, médicaliser la malade et la remonter dans l'hélicoptère. Car d'après le médecin du bateau, il faut l'évacuer pour l'opérer d'urgence.
Le bateau n'a pas ralenti. Yann, le pilote, va devoir stabiliser le caïman à la même vitesse. Donc nous on est bien au-dessus du bateau, droit de 2 mètres. Je suis vertical de la cabane de golf, on va dire. Le plongeur en descend. Bonne position, le plongeur arrive sur le pont. Il est posé, décroché. Je prépare le médecin à la porte. Et je déborde le médecin. Médecin débordé, en descente. Alors en arrière de 4 mètres, je suis vertical de la cabane de golf. Le plongeur est en mode réceptionné. Stoppez l'arrière, bonne position. I'm the doctor, yes. Can you bring the patient? Thanks. Thank you. Bonjour monsieur. Okay, this is the patient? Oh, I'm the ship's Okay. doctor. Oh, nice to meet you. Good morning. La malade s'appelle Greta. Do you have any special things in your medical history or No. allergy, special medication? Put everything in the letter, so she's allergic to penicillin. Otherwise, Appendicitis? Last 2 days, I had a slight very sort of slight breathing problem. Cette passagère anglaise paraît plutôt en bonne santé pour ses 87 ans. Mais le médecin de bord craint une occlusion intestinale qui nécessiterait donc une intervention chirurgicale. I think it will be hard to have information because she's got a bad. saturation Yes. was 90, 92. 92. Okay, I will put her on On oxygen. oxygen, Yes. So, the part you have the most pain on the abdomen. All around here. Okay. Ok. Ça fait 2 jours apparemment qu'elle avait des problèmes digestifs. Là, elle a effectivement une petite défense quand même au niveau abdos. Et puis elle n'a pas de peau radiale. Ah, donc elle n'est pas trop en grande forme. Vous voyez, elle a quand même une petite transpiration, un peu de. Voilà. Je prends 2-3 constantes et puis on va pouvoir la mettre sur la transaco. So Greta, the problem with you is your low blood pressure due to the infection. Okay, so this infusion we'll try to increase it just to be good during the flight. Okay, be cool, keep calm, because when we will send you up, you will be on a litter. It can move a little. Okay, don't panic, no problem. It will be very very short time. Okay. On prend quand même en charge une patiente de presque 90 ans, combattrier, qui est quand même sur un bateau. Avec certes là encore on a de la chance, on a des capacités médicales. On a un médecin, un infirmier qui s'en sont occupés. Bon après elle est pas trop mal, mais elle est pas non plus, tu vois, elle n'est pas trop de peau radiale. Un peu, voilà, faut la surveiller quoi. To come with me. Ok. Ok. You want to just lie on here? Come on here, and you will sit here. Bon, faut pas lui casser le col du fémur non plus. Ce serait malvenu. Ok. Ok, ok, ok. Now you just have to lay. Ok. Ok. Greta? Greta? Ouais, elle est pas bien là, toi. Hop. Ok. Une syncope. Ok, Greta, stay with me. Ouais, bah, tu vois là, pas top. Tu vois. Ok, Greta. Greta. Ok, on va la mettre en PLS. PLS, la position latérale de sécurité qui permet de respirer normalement sans risquer de s'étouffer. Greta. How do you feel? Ok. Ouais, tu vois, ça va mieux, ça va mieux. Ok, bon, tu vois, les limites, hein. Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud, mais de toute façon, il faut l'évacuer. Hein. Ok. Prendre des constantes. Ouais, on va lui reprendre un petit coup de constante. Bon, elle a fait un bas débit, hein. Un bas débit. Le sang n'arrive pas en quantité suffisante au cerveau. Oxygène, 12 litres, ok? 12. Tu veux qu'on redescende la bouteille d'oxy, la note, comme ça elle est de suite branchée dans la civière? Ouais, mais tu penses qu'on va pouvoir la mettre entre les jambes et puis... Ah ouais, c'est fait pour. Ouais, bon, bah écoute, dans ce cas, ouais, s'ils peuvent descendre l'eau 2. Pour l'instant, on garde tout le matos là. Ouais. Bah t'as vu qu'elle est comme le lait sur le feu, là. Une syncope imprévue et le temps qui passe. Au-dessus d'eux, les réserves de carburant se réduisent. Est-ce que de plongeur? On retourne au 65. Est-ce que tu pourrais me descendre l'oxygène
Oui, reçu, on se présente pour descendre l'oxygène. Pour l'instant, on n'est pas paré récupération encore, il y a des problèmes. Ok, reçu, on descend l'oxygène, on se présente là. Tu pourras ouvrir la porte quand tu voudras, moi ça va me permettre de jauger un peu les turbulences et tout le reste. Hein. Et en dessous, ça risque de voler un peu là. Hein. Ça marche. Le temps qui passe réduit l'autonomie. Yann, le pilote, pourrait retourner à terre faire un plein, mais le temps perdu dans l'aller et le retour risque d'être fatal à Greta. La règle, les pompiers du bord sont prêts à intervenir en cas de crash. Je te pose la seringue d'Atrina. Là, on est bon pour le timing Ouais, là, faut la charger. Là. Ouais, bah écoute, c'est prévu. Ok. It's not very comfortable near your legs because I put an oxygen bottle, ok? On n'a pas délai encore sur l'horaire de récupération du personnel. Rescue de plongeur. Ouais, donc là on va mettre la personne dans la civière. On peut se présenter dans combien de temps? Une dizaine de minutes. Ouais, alors c'est la dernière fois qu'on lui donne 10 minutes. Hein. Alors reçu dans 10 minutes, est-ce que tes 10 minutes sont bonnes? Ouais, dans 10 minutes ce sera bon, on sera prêt à trahir. Bon, ok, reçu. Le Balmoral n'a pas ralenti sa course. L'hélicoptère parvient à se stabiliser au-dessus de lui. Il avance à la même vitesse. Oui, ils arrivent. Ils sont là dans 3-4 minutes. Affirmatif, ouais, c'est pas bien, écoute. Ok, Greta. Bon, bah c'est quand même chaud, hein. Well, press the finger. Là, elle est stabilisée pour le transport. De là à dire que ces joueurs ne sont plus en danger, ça je te le dirai quand on sera à l'hôpital. Même s'il n'y a pas un grand temps de vol, t'as vu, rien que le fait de la mettre sur la civière, elle a perdu connaissance, donc on va marcher sur des œufs. L'infirmière est la première à repartir vers le ciel. À gauche de 2 mètres, stop à la gauche. Bonne position. La civière sous la barque. La civière au niveau cargo. Allez, t'as quoi à descendre? Je descends. Descendez. Stoppez la descente. Je rattrape le croc, le médecin se présente. Bonne position, du médecin, remontez. Hors obstacle. Et le médecin part s'installer. Ouais, je pense qu'il a un peu de travail. Pour l'instant, Greta tient le coup. Balmoral, this is a rescue helicopter. Rescue helicopter, Balmoral. This is the end of the winching operation for us. Thank you very, very much for your cooperation, and we wish you now a good and safe day. Thank you for your help, and have a nice, safe trip back to your base. Thank you. Thank you very much, bye bye. Le Caïman n'a pas encore atteint la limite de son autonomie, mais il était temps. Bon, on était un peu long, désolé. Bah écoute, c'est pour ça que je prends un tout petit peu de marge, Christophe. On essaie pour ça, c'est bien. C'est pour ça que je me dis toujours que c'est pire que ce à quoi on s'attend. Voilà, bon alors. Bah écoute, elle est vivante. 25 minutes de vol et les voilà au-dessus du rail d'Ouessant,
l'autoroute des cargos. Aujourd'hui, la mer est tranquille, le temps est au beau. L'hélicoptère est à sa vitesse maximum, 160 nœuds, 300 km à l'heure. 1000 cap, j'irai plein gaz, on navigue à 160 nœuds sol là, avec le vent qui est favorable vers la cavale blanche pour essayer de gagner toutes les secondes possibles sur le transit retour, en sécurité bien sûr, parce que c'est ce qui prime dans toutes ces opérations. Oui, Rescue Charlie du Cross, transmettez. De Rescue Charlie 2 fois, notre médecin est paré à vous transmettre le bilan médical. Est-ce que vous êtes prêt à noter? Ouais, je suis paré à copier, allez-y. On a pris en charge une patiente. Pour gagner encore du temps, il demande au Cross de transmettre des informations à l'hôpital. Et donc on va demander un déchocage pour cette patiente. Vous allez demander un déchocage pour la patiente, c'est correct? Affirmatif. En fait, il réserve la salle où Greta va être préparée pour l'intervention chirurgicale. Allez, c'est bon pour vous les gars. Reçu. Faites ce que vous avez à faire. Is it okay, Greta? Yes, you feel tired. You look tired. You look tired. Are we near the hospital? Yes, we are in the hospital. We are. Yes, yes, but it's very close. We're just in 2 minutes we are in the hospital. Oh, excusez-moi. J'ai eu un peu peur, quoi. D'accord. Donc, bon, ça s'est passé mieux que ce que j'espérais. Oscillait entre 8 et 12, tu vois. Donc, plus souvent 12 que 8, même. Donc, sauvé, en fait. Donc, voilà. Okay, Greta. Yeah. You are in good hands. I'm very good. Okay. How is the rescue team? Yeah, absolutely beautiful. Yeah, very, very good. Absolutely. Excellent. Excellent all the way. Yeah, couldn't be kinder. Couldn't be nicer. No, congratulations to all, each one of them. Really nice. Greta, have a nice day. Bye bye. Greta a été opérée avec succès et puis elle est repartie chez elle en Angleterre. Chaque année, les Caïmans sortent près d'une centaine de fois pour porter secours à des personnes que la mer mettait en danger. Après que nous les ayons quittés, Damien Berthelot a été nommé commandant de la flottille 33F, les Caïmans. Le premier maître, Nicolas Kegler, lui, a maintenant une compagne. Vanessa Le Gall a pris une année sabbatique et a rejoint son mari à l'île de la Réunion. Le docteur Albert est parti en mission pour 4 mois au Tchad, le désert après la mer.